Bonjour à tous, on se remet un an en arrière et on se pose la question suivante. Quel objectif plein format vais-je pouvoir mettre sur mon Canon APS-C? Parce que bien sûr, il y a un an en arrière, l'offre de Canon en matière d'objectifs APS-C était indigente et le mot est faible. Mais en 2024, on a eu l'arrivée de Sigma avec pas moins de 6 objectifs en monture APS-C, ce qui a complètement changé la donne. Si bien qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, aussi étonnant que ça puisse paraître, en sens inverse. Et oui, quel objectif APS-C serait-il logique de monter sur mon boîtier plein format? Alors là, on va quand même faire une séparation très claire tout de suite, c'est en fonction du boîtier plein format qu'on a. Parce que si on a un boîtier 24 mégapixels, c'est quand même pas la même chose que si on a un boîtier 45 mégapixels où la question a plus de sens d'être posée là, pour le coup. Alors, pourquoi? À cause du facteur de conversion entre l'APS-C et le plein format qui va faire baisser assez drastiquement la résolution. Et alors, si on part d'un capteur 24 mégapixels tenant compte du facteur de conversion de 1,6 chez Canon entre l'APS-C et le plein format, donc le 1,6 c'est un facteur de recadrage, c'est-à-dire un facteur de longueur. Et quand on raisonne en résolution, il faut mettre ce facteur au carré, donc 1,6 fois 1,6, et diviser la résolution de départ du boîtier par 1,6 au carré. Alors, tout calcul fait. Pour un capteur 24 mégapixels, on se retrouve à un peu moins de 9,5 mégapixels, 9,3, 9,4 quoi, mégapixels. Et si on fait ça à partir d'un capteur 45 mégapixels, on se retrouve à 18 mégapixels. Alors, c'est pas la même chose, parce que effectivement, avec 9 et quelques mégapixels, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire déjà pas mal de choses quand même, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'aux agrandissements en A3, on va dire, assez tranquillement. Donc c'est déjà pas mal, alors à condition de ne pas recadrer plus, évidemment quand même. En vidéo, qu'est-ce que ça permet de faire 9,3 mégapixels? On est vraiment à la limite de la 4K, donc ça passe. Mais alors évidemment, il faut pas mettre un mode de, par exemple, stabilisation active ou je ne sais quoi, compensation du focus breathing, qui vous croppe encore un peu plus, parce que là, vous n'êtes plus en 4K, clairement. Donc voilà, c'est un peu limitant en vidéo, c'est un petit peu limitant en photo, mais on peut quand même aller jusqu'au format A3, donc bon, quand même, quoi. Et si on a un Canon R5 ou R5 II, on a 18 mégapixels, alors là, ça permet de tout faire, sauf la 8K, par contre, parce que là, par contre, on ne peut plus faire de la 8K, mais c'est pas très grave, il me semble. Par contre, tous les modes 4K, même avec du crop derrière, restent de la 4K, là, pour le coup. Et puis alors, en photo, là, on peut aller les agrandissements tranquilles jusqu'au A1, pour pas dire au A0. Donc, c'est plus justifié, on va dire, de se poser la question sur un Canon R5 ou R5 II, bien sûr, même si c'est pas complètement absurde de se la poser sur un autre boîtier donc de 24 mégapixels chez Canon. Alors, à quel objectif je pense quand je dis ça? Évidemment, des objectifs Sigma, parce que c'est pas les 2-3 Canon APS-C qu'il y avait avant qu'on aurait pu envisager monter sur un plein format. Voilà. Donc du coup, on a d'abord en zoom. En zoom, Sigma a amené le 10-18 de 8 et le 18-50 de 8. Alors autant je pense que le 18-50 de 8, il a pas trop sa place en plein format. Autant le 10-18, pourquoi pas le 10-18? Alors que devient le 10-18 déjà quand il est monté sur un plein format? Ça devient un 16-30, à peu près 30, avec la conversion. Donc 16-30, ok. Qu'est-ce qu'on a dans la gamme Canon plein format autour de cette focale et autour de ce prix, quand même, évidemment, aussi? On a le 15-30. Donc, moi, je le possède, donc je vois bien de quel objectif il s'agit.
C'est le 15-30, donc qui est ouvert de 4-5 à 6-3. Alors, la différence, elle est là, hein. C'est que, évidemment, là, le sigma, c'est un 2-8. Alors, attention, c'est un 2-8 calculé pour la PSC, hein. C'est-à-dire que quand vous le remettez comme ça devant un capteur plein format, il fait l'effet d'un F4 en fait, hein. Il fait l'effet d'un F4 au moins pour la profondeur de champ, quoi, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, mais bon, qu'on dit c'est du f2.8 pour la lumière ou un f4 pour la profondeur de champ, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est nettement plus satisfaisant que le f4.5, f6.3 de Canon. Bon, donc la question peut se poser déjà avec cet objectif. Alors, le Canon, il a quand même deux avantages. Bah, déjà, c'est un Canon, donc natif, quoi. Et puis surtout, il est stabilisé et il fonctionne en double stabilisation, notamment avec les boîtiers qui sont stabilisés chez Canon en plein format, et où il donne la stabilisation aux capteurs qui ne sont pas stabilisés, voilà, type R8, hein. Donc ça, c'est l'avantage du Canon. Après, un autre avantage du Sigma, lui, par contre, c'est qu'il a un joint d'étanchéité que n'a pas le Canon, qui ne fait pas partie de la série L, et donc il n'a pas le droit au joint d'étanchéité. Le Canon, il est vendu sans pare-soleil, le Sigma, il a un pare-soleil. Voilà, donc on a toutes les cartes en main. Est-ce que faire des photos à l'ultra grand angle avec 18 mégapixels, c'est satisfaisant ou pas? Moi, personnellement, je trouve que oui. Et même les paysages, hein, contrairement à la croyance populaire qui voudrait qu'un paysage, ça doit être fait forcément en haute résolution. Alors oui, évidemment, hein, plus la résolution est élevée, plus on a de détails dans l'image, alors surtout quand elle est imprimée en grand, mais bon, de toute façon, plus elle est imprimée grande, l'image, plus on doit se tenir loin pour la regarder, hein. On va pas se mettre à 30 cm pour regarder à 0, ça n'a aucun sens. Ce qu'on veut voir, en général, c'est une image dans son ensemble. Et donc, faut savoir que 18 mégapixels, en fait, c'est une résolution qui a longtemps été celle de, enfin autour hein, de 18 mégapixels, ça a longtemps été celle des réflexes numériques, et j'allais dire, pas les premiers réflexes numériques, hein, plutôt les derniers que les premiers. Et on a fait beaucoup de photos de paysages agrandis très largement avec des résolutions de 16-18 mégapixels. Et qui souffre pas de manque de détails. Là, c'est plutôt l'objectif qu'on va mettre devant hein, qui va compter dans ce cas-là. Donc, non, c'est pas handicapant. Moi, personnellement, les 45 mégapixels de mon R5 Mark II, je m'en sers surtout en photo animalière, où là, la faculté de recadrage est vraiment importante. Sur un paysage, je vois moins, franchement, l'utilité, quoi. Et je me satisferais bien de ces 18 mégapixels, donc, avec le Sigma 10-18. Sauf que j'ai déjà le 15-30 et donc j'hésite quand même à changer parce que déjà le Sigma il est un peu plus cher que le Canon. Et puis là, il faudrait que je revende mon Canon, donc je ne vais pas le revendre le prix neuf hein, pour acheter le Sigma. Et lui, il ne se trouve pas d'occasion pour l'instant en monture RF. Donc, je ne parle pas pour moi en particulier, du coup, en tout cas pas pour l'instant, mais si parmi vous, il y en a qui se posent la question, sachez qu'elle est légitime, à mon avis. L'autre objectif que je vois très bien sur un Canon R5 ou R5 II, c'est le 56 mm 1.4 de Sigma. Alors, le 56 mm 1.4, ça devient à peu près un 90 mm, hein, donc superbe objectif à portrait, évidemment. Et surtout, quand on regarde ce qu'on a en face chez Canon, on a le 85 f2, et le 85 f2, c'est presque, j'allais dire, le pire objectif en monture RF, hein. C'est un objectif que Canon a voulu à la fois objectif à portrait et objectif macro. Donc autant vous dire qu'en plus, il n'est pas de la gamme L, donc il n'a pas le moteur USM. Donc résultat, l'autofocus est très lent. Et donc, ça pose quand même des problèmes en portrait, hein. Alors,
peut-être pas en portrait vraiment posé, par contre les portraits sur le vif, espérez pas que votre détection de l'œil et tout fonctionne à merveille avec cet objectif, hein. Ça va fonctionner, mais par contre ça va être lent à se déplacer si le sujet se déplace aussi, quoi. Voilà. Et en plus, c'est un objectif qui est gros, qui est lourd, parce que, bah oui, il est macro en même temps qu'il est objectif à portrait, quoi. Et donc, il n'est pas méga recommandable, on va dire, tel quel. Et bah, ce 56 1.4 de Sigma, lui, c'est l'opposé. Il est tout petit, tout léger. Il est très bon optiquement. Alors moi, il se trouve que je l'ai eu sur des Fuji, et il fait des super portraits vraiment, hein, cet objectif, avec vraiment un beau flou d'arrière-plan, et il est bien piqué. Et lui, c'est pareil, il a un joint d'étanchéité, hein, comme tous les Sigma, là, qui sont en monture RF de Canon. Et ben, c'est vraiment une super option, surtout qu'il n'est pas très cher en plus, hein, cet objectif. Et en plus, j'allais dire, en portrait, encore plus qu'en paysage, 18 mégapixels, ça suffit, mais largement, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment le deuxième objectif parfaitement justifié sur un R5 ou un R5 II. Alors, ensuite, les autres. Bon, les autres, ils sont un petit peu moins justifiés, je trouve, de Sigma, parce qu'on a un peu ce qu'il faut chez Canon, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, par exemple, on a chez Sigma un 30 mm 1.4. Donc le 30 1.4, il va devenir plus ou moins un 50 mm. Alors, toujours pareil, pas vraiment un 4 hein, pour la profondeur de champ, et ça sera un f2 et pas un 1.4, quoi. Bah là, manque de chance, chez Canon, on a le 50 mm 1.8 qui coûte même moins cher que le Sigma. Donc ça paraît difficile de recommander le Sigma. On a chez Sigma donc le 23 mm 1.4. Le 23 mm 1.4, ça équivaut à peu près à un 38 mm monté en APS-C. Toujours pareil, f2 hein, pour la profondeur de champ, pas un 4. Bon, chez Canon, on a l'objectif, tiens, là, qui est en train de me filmer, c'est le 35 mm 1.8, qui est pas vraiment beaucoup plus cher, hein. Bon, et donc c'est un Canon quand même, natif, et tout, stabilisé en plus, alors que c'est pas le cas du Sigma, donc bon, moi j'aurais tendance à préférer le Canon voilà, dans l'idée. Et puis le dernier de la bande, c'est le 16 1.4. Alors le 16 1.4, lui, pourquoi pas, j'allais dire. Alors, le problème, c'est que chez les autres constructeurs de boîtiers APS-C, ça fait un 24, quoi. Le 16, Canon, avec sa conversion 1.6, c'est pénible, hein, parce que du coup, ça fait plus un 25-26 qu'un 24. Bon, cela dit, ça reste quand même un grand angle quand même assez utile, hein. Alors, le truc, c'est que on a un 24 mm 1.8 chez Canon, hein, en monture, enfin en non-L, quoi, en plein format. Le truc, c'est qu'il est déjà quand même, lui, il est déjà assez cher quand même, mine de rien, hein, il est plus cher que le 35 et beaucoup plus cher que le 50. Mais voilà, c'est un vrai 24 déjà, et puis c'est un Canon. Il est stabilisé d'ailleurs, lui aussi. Mais le Sigma va être quand même sensiblement moins cher, là. Bon. Et il aura aussi le joint d'étanchéité que n'a pas le 24 mm de Canon, hein. Ça, c'est vraiment une erreur chez Canon, hein. Heureusement qu'ils l'ont mis sur le nouveau 28-70-2.8, ce joint d'étanchéité, hein, parce que là, ça devient un peu embêtant quand même, hein. Dans leur gamme, ça a beau être leur gamme non L, ça reste des objectifs Canon RF, ils devraient tous avoir un joint d'étanchéité, hein. Bon, bref. Je me disperse. Donc ce 16 1.4, pourquoi pas, hein, même si c'est pas le plus pertinent, mais voilà. Donc dans l'ordre, le 16 1.4, pourquoi pas, le 23 1.4 et le 30 1.4, a priori pas tellement justifié, le 56 1.4, oui à 100%, et le 10-18 f2.8, oui à 80%. Voilà, le 18-50, non, parce que la focale est pas adaptée. Et là, pour le coup, maintenant, on a ce qu'il faut, notamment avec le 28-70 f2.8 de Canon en monture RF. Voilà, et ben écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous aurait été utile.
au moins, sans me lancer des fleurs, je pense qu'elle est un peu originale parce que j'en ai pas trop vu qui voient les choses dans ce sens-là. Voilà, merci d'avoir suivi. Ça sera ma dernière vidéo de l'année, alors je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2025. Merci, au revoir, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude.